Merci d'être avec nous, de commenter, de partager, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et merci évidemment de votre fidélité si vous nous retrouvez régulièrement. Voici une belle rencontre avec Virginie van der Merch. Je l'ai bien dit, Virginie? Parfaitement bien. Merci, bonjour, bienvenue. Bonjour, Quel merci. bonheur d'être là et quel bonheur de vous recevoir parce que évidemment on va parler d'un sujet avec un grand A qui est l'amour. On va parler aussi de l'ego parce que est-ce qu'il peut y avoir, d'ailleurs c'est une bonne question ça, est-ce qu'il peut y avoir de l'amour dans l'ego et réciproquement? Ah oui, c'est sûr. Et vraiment pour moi, en fait, on va dire que l'ego se construit avec l'amour. Et que petit à petit, peut-être en faisant fondre l'ego, eh ben, c'est l'amour qui apparaît. Vous faites partie de ces gens qui considèrent que l'ego n'est pas si mauvais que ça? Bien sûr. Parce que vous dites qu'il faut faire fondre l'ego, donc le Oui. faire disparaître? Non. Non. Surtout, pour moi, transformer l'ego en amour. Ça, c'est une véritable quête. En tout cas, c'est ma quête peut-être depuis quelques années et où je suis voilà, arrivée sur ce chemin de développement personnel et spirituel. Et petit à petit, voilà, mes différentes expériences m'ont amenée à croire que ouais, peut-être que c'était en fait ce chemin-là sur lequel c'était intéressant d'aller. Hmm. On va voir votre parcours parce que ça c'est intéressant, ce qui vous a permis de cheminer et d'être là où vous en êtes aujourd'hui et installé en particulier sur ces canapés. Experte en cœur à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'ai un parcours où je pense que jusqu'à 35 ans, je n'avais aucune conscience qu'à un moment donné, j'avais pu aller re-rencontrer, on va dire, la source de l'amour. En effet, voilà, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Coma. Voilà, coma. Et je pense que j'ai nié pendant longtemps un état de mort imminent où ben voilà, j'ai eu la chance, parce que pour moi c'est une chance, d'avoir été replongée dans cette source pour moi inconditionnelle d'amour. Et j'ai compris beaucoup plus tard que c'était important de le redistribuer. Ça c'était à l'âge de 12 ans. Oui. Et comment se fait-il que vous n'attendiez que 35 ans? Il y a eu L'âge de 35 bien ans. sûr, bah, il y a eu un parcours de vie où, du coup, c'est vrai que je pense que cet ego qui était le mien était plutôt assez surpuissant. Il s'est construit comme ça au fur et à mesure des années. Et il m'a empêchée en fait de voir et d'être consciente de plein de choses. Et c'est vrai que voilà, il y a eu différentes étapes. J'ai d'abord été beaucoup dans un milieu, on va dire professionnel, où j'ai côtoyé le haut niveau au tennis et où bah, là, alors là, l'ego était surpuissant de chez surpuissant, mais j'en étais vraiment pas consciente. Et puis après, petit à petit, c'est vrai que j'ai eu envie de revenir à des rêves que j'avais depuis toute petite, et notamment celui d'être soignante. Et Infirmière? ouais, j'ai été infirmière en réa Hmm. pendant 10 ans. Est-ce que la réa, justement, a un rapport avec le fait que vous l'avez été en réanimation? Oui, bien sûr. Alors c'est assez étonnant parce que à 5 ans déjà, quand même, je rêvais que je tombais dans un trou, que je sauvais toute ma famille et que j'étais soignante, hein. Après, à 12 ans, il se passe ça quand même. L'accident? Mmh. Et à 22 ans, je me retrouve infirmière en réa, en effet. C'est mon premier job et c'est ce que je veux faire. Et j'y vais avec beaucoup aussi un ego de sauveur très fort. Voilà, cow-boy de la réa, comme on nous appelait. C'était vraiment ça. Et j'étais là-dedans. Et je cherchais que des montées d'adrénaline. Hmm. Et en même temps, il y avait quelque chose qui me poussait déjà à être dans le cœur à cœur avec quand même les malades que je suivais. Voilà, mais où du coup, à chaque fois, je m'identifiais à leur histoire. Donc, il y avait bien l'ego qui était là aussi quand même. Ce qui est dangereux. Et ce qui peut être très dangereux en effet. Parce qu'on parle souvent, notamment dans le corps médical, de cette distance qui est nécessaire, ou même, pas nécessairement dans le médical, les thérapeutes disent qu'il est nécessaire auprès de leur clientèle, patientèle, d'avoir cette distance pour ne pas être impacté aussi émotionnellement parfois. Bien sûr, moi je pense que j'ai eu besoin de passer par des expériences très très fortes pour comprendre petit à petit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, moi j'ai été beaucoup en fait, dans le combat en réanimation. J'étais dans le combat à tout prix pour
Alors à la fois sauver des gens, mais mettre beaucoup d'humanité autour de ça, parce que j'en avais souffert en fait aussi quand j'étais en réanimation moi-même, où du coup il y avait il y a une histoire de la sonnette qui... j'ai travaillé avec une thérapeute il n'y a pas longtemps et où je pense que j'ai vraiment pris conscience que lorsque j'étais en réanimation, en fait, j'ai appelé au secours quand je me suis réveillée et j'ai pas été entendue. Et ça a été, je pense, quelque chose qui a été un vrai trauma pour moi et j'avais besoin de réparer. Et donc j'ai réparé, je pense, en étant cette infirmière de réa qui répondait toujours à la demande voilà, des malades. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une sonnette, voilà, vous arriviez la première. bien sûr. Puis sur des réveils de coma, j'étais là tout le temps. Enfin voilà. À un moment donné, je me suis un peu épuisée parce que ce combat pour vraiment plus d'humanité, il était extrémiste chez moi. Il y a eu plein de choses de mise en place et qui étaient chouettes en réanimation. Et notamment, j'ai mis en place très rapidement la sophrologie, puisque je me suis formée en tant que sophrologue. Et donc, j'étais près d'eux tout le temps pour essayer de les apaiser. J'ai voulu vraiment à un moment être que cette soignante qui soit plus dans la technique, mais uniquement voilà, dans ces relations de cœur à cœur, ce que je n'ai pas obtenu à l'époque. Et je pense que c'était un bien quand j'y repense, parce que après je me suis retrouvée à être en libéral, à vivre d'autres expériences et voilà, à construire d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on a intitulé cette émission c'est quoi l'amour, en fait? Parce que c'est dans la préparation de l'émission, je me suis dit, voilà, quand on demande régulièrement à ceux qui s'installent sur les canapés, qui viennent se présenter, on leur demande un titre générique. Oui. Et vous dites ça. Oui. C'est quoi l'amour? Dans mes différentes expériences, je me suis rendu compte, en fait, que on se trompait souvent de sujets autour de l'amour. Qu'il était souvent très conditionné et qu'il était notamment caché par tous les conditionnements, pour moi, de l'ego et qui sont des conditionnements d'amour, en fait. Quand on est petit, on apprend très rapidement je peux être aimé que si je suis gentil, je peux être aimé que si je suis fort, je peux être aimé que si à un moment donné je suis parfait, je peux être aimé, etc. etc. Et c'est vrai que moi, voilà, ça a quand même énormément conditionné ma vie, mes rapports humains, où j'ai beaucoup été, en effet, alors à un moment donné dans ces combats, d'autres moments dans cette compétition, cette performance, à d'autres moments aussi. Pour ce besoin d'être aimé? Oui, bien sûr, pour ce besoin d'être aimé. C'est-à-dire que c'était votre leitmotiv, c'était votre carotte comme ça, de se dire j'ai besoin d'être aimé, donc je dois me surpasser, je dois en faire beaucoup plus que les autres, je dois être dans cette compétition, il faut être dans la gagne. Bien sûr, et puis alors en plus je dois être aimé, c'était je pense quelque chose de très fort chez moi, parce que alors j'ai une sœur jumelle et je pense que quand on vit une gémellité, il y a quelque chose d'encore plus fort de quand même exister pour qui on est, reconnu pour qui on est, et souvent c'est pas le cas parce que on nous appelle les jumelles, qu'on nous compare. Et elle est comme vous? Pas du tout. Non, non, c'est carrément l'opposé. c'est vrai. Voilà, et pour autant il y a un vrai amour, l'amour filia, comme je l'appelle, qui est là, qui est profond entre elle et moi, mais non, on n'a absolument rien à voir. Cet ego aujourd'hui, est-ce que vous arrivez, et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que vous arrivez à le maîtriser? Est-ce que vous arrivez à vous dire, dans cette situation, il en faut, dans cette situation, on le met de côté? Ça serait très très prétentieux de dire j'arrive toujours à le maîtriser. Déjà, je crois que ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à reconnaître quand il était là. Et comment vous le ressentez? Comment quand je le ressens? Si on devait le décrire concrètement. Ouais, alors déjà, il est là. Alors, oui, alors il y a ça. Qu'est-ce que c'est? Moi, je me suis dit, elle est venue avec son doudou. Non, du tout. Non, c'est Georges, c'est mon ego. Okay. Et Georges, c'est pas du tout un surnom qui a été choisi au hasard. Voilà. Quand c'est en fait le surnom que m'ont donné mes frères et sœurs quand j'étais petite, et qui était là à chaque fois que
ben, je voulais me montrer encore plus en lumière, donc où j'avais tendance soit à faire des sottises, soit pas toujours raconter ce qui était juste, à, Oui, donc à tricher quand j'étais au tennis, par exemple, vous voyez, oui, donc c'est un petit surnom provocateur. provocateur. Mm. Mais en fait, c'est vraiment mon ego, pour le coup, qui était là, parce que pour moi, comme je définis l'ego étant vraiment cette part de nous qui est vraiment une part où il y a besoin voilà, de se sentir supérieur à un moment donné. Hein. C'est cette toute-puissance qui peut être là par moment. Que voilà, et qui va nous faire avoir des comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Pour autant, c'est une vraie force. Et donc, Georges, à la fois, je l'ai reconnu, je pense que je l'ai haï. Je lui dis des fois, d'ailleurs, je te hais des fois encore, Georges. Et, j'ai appris petit à petit ouais, à l'entourer d'amour, à lui amener de la gratitude, à être en compassion avec lui. Alors, il y a deux choses qui sont Oui, évidemment très intéressantes. D'abord, la symbolique de cette peluche, oui, cette mascotte. C'est oui. quoi, c'est un éléphant? Ouais, c'est un éléphant. C'est un éléphant. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une signification Oh, particulière? Pourquoi un éléphant? ouais, alors c'est par rapport à une chanson qu'avait écrit à un moment donné Vianney Hmm. sur Jumbo et voilà, Lego. Et donc j'aime bien cet artiste et donc du coup voilà, c'est... Ah, donc c'est récent, parce que Vianney, il n'a pas une Ah carrière oui, de c'est 75 ans. exactement quand je vous dis Ah, que donc c'est récent. Ah oui, c'est à partir de 35 ans que j'ai commencé vraiment en fait, à faire les liens, à m'interroger sur tout ça. Alors il y avait déjà des choses qui avaient été faites et où voilà, j'ai voulu le mettre en scène. Donc j'ai écrit et j'ai mis en scène et j'ai commencé des one-woman shows sur cette histoire-là. Voilà. Et pourquoi un éléphant? Comment vous tombez sur cette peluche-là? Ah non, mais alors c'est une amie qui me l'a fabriqué. Ok. Ah Je lui oui. ai demandé, je lui ai dit, écoute, voilà, je vais aller sur scène, j'ai besoin de le symboliser. Est-ce que tu peux me faire un éléphant en peluche? Et voilà. Alors, ça c'est ok, on a bien compris, la symbolique. En revanche, quel est l'intérêt de matérialiser l'ego tel que vous le faites là? Eh ben, en fait, du coup, ça permet vraiment déjà de se mettre à distance de ça, d'être témoin. En fait, j'ai appris assez, je crois, assez rapidement, là, pour le coup, dans tout mon chemin de développement personnel, quand j'ai commencé à faire de la sophro, que c'est très, très important de pouvoir se mettre en tant que témoin de quelque chose et d'être dans cette observation sans jugement, sans interprétation. C'est ce qu'on apprend beaucoup en sophro et qui permet, à partir du moment où il y a la prise de conscience, ben, de toute façon, déjà, voilà, c'est plus la même vivance voilà, avec ça. Et donc, petit à petit, le reconnaître, moi, c'était lui parler. C'était de pouvoir lui dire quand il était vraiment gênant et inconfortable. Parce que je pense qu'il m'a quand même poussé très loin dans des choses où Vous n'auriez pas dû. j'aurais pas dû et où après petit à petit en lui parlant bah, du coup comme vous disiez tout à l'heure il s'est mis quand même un peu plus, je dis souvent, à mes pieds. J'ai réussi à le mettre à mes pieds et il m'obéit un peu plus. Et vous pensez que l'approche, d'abord pour comprendre l'ego, peut-être essayer de temps en temps de maîtriser un peu cela, le fait de passer par une mascotte et qui est quelque chose de très palpable, de très vrai, c'est un plus? Bien sûr, j'avais déjà, je me souviens à l'époque où j'étais sophrologue libérale, je travaillais en lien avec un centre antidouleur et je travaillais aussi avec voilà, des termes. Et c'était vraiment avec des malades, des fibromyalgiques ou des maladies chroniques. Et j'intervenais sur toute cette notion de la douleur. Et je leur disais souvent, vous savez, si vous arrivez à un moment donné à pouvoir donner un nom à votre douleur, de pouvoir vraiment même la métaphorer, à un moment, il va pas y avoir les mêmes circuits neuronaux qui se passent. Et la douleur, bah, voilà, elle est peut-être moindre quand on arrive vraiment, toujours pareil, en fait, à la sortir de soi. Et l'ego, le fait que j'ai réussi à nommer Georges, à lui parler, en fait, j'ai compris que c'était une partie de moi, mais que c'était pas que moi, quoi. Il y a bien autre chose aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent que lorsqu'on a des pathologies, lorsqu'on a certaines souffrances psychologiques, physiques, on entend souvent des thérapeutes ou des médecins dire parlez à votre maladie, parlez à votre pathologie. Et vous parlez à Georges.
Oui, c'est ça. Je parle à Georges. Pour maîtriser, essayer de le maîtriser, enfin pour essayer de le... En tout cas, pour petit à petit, ouais, lui, peut-être le transformer aussi. Parce que au-delà de... C'est vrai que tout au début où j'ai commencé à écrire ces One Woman Show, il y avait quand même, dans ce que je pouvais écrire, quand même beaucoup de colère. Il y avait... je décrivais souvent des scènes où Georges m'avait pas rendu service, où Georges m'avait pas permis d'être complètement authentique. Et quand j'ai eu une expérience juste géniale et à chaque fois que je reviens à Paris, ça me fait plaisir de revenir depuis cet événement. Je suis repartie infirmière réa Covid pendant 6 mois et où j'y ai été 20 ans après une première expérience et où je rêvais d'ailleurs d'y retourner. Là aussi, ça c'est assez incroyable, c'est que je rêvais d'y retourner. Voilà, il s'est passé ça. Et quand j'y suis retournée, j'avais Georges avec moi et il était, enfin voilà, je l'avais déjà vraiment fait vivre en moi. J'avais hyper conscience que c'était lui qui me faisait aller là-bas sans avoir trop de peur et avec voilà il me poussait à y aller parce que je me sentais avoir le rôle et la mission d'y aller et d'aider. Et quand j'y suis allée, il y a vraiment... Là, j'ai pu me rendre compte à quel point il y avait quelqu'un d'autre qui était là aussi à côté. Il y avait autre chose que Georges. Et alors, je lui ai aussi donné un prénom, il s'appelle Tilali, ça veut dire liberté en berbère, qui n'est pas forcément symbolisé par contre par quelque chose, voilà, mais en tout cas, elle est là en moi et je lui parle aussi assez souvent à cette partie-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai été là-bas, j'ai fait vraiment l'expérience forte de pouvoir accompagner alors, des gens jusqu'au passage, que je ne m'étais jamais autorisée avant quand j'étais jeune infirmière. Et où vraiment là, j'ai senti que Georges se fondait complètement et que c'était pas une autre personne, mais en tout cas cette partie de moi énormément dans la compassion qui y avait été. Voilà. Certaines personnes, et je me fais évidemment l'avocat du diable, il va y avoir des réactions et des commentaires, des gens vont dire « Oui, mais est-ce que ce n'est pas un transfuge, un transfert de la petite Virginie qui n'aurait pas eu ce doudou ou dont le doudou manque ?» Et effectivement, le fait, aujourd'hui, vous l'appelez l'ego et il se matérialise comme ça, mais est-ce que ce n'est pas justement ce que vous n'avez pas eu, petite, qui est en train de se matérialiser là aujourd'hui? Bien sûr. C'est vraiment de la psychologie à deux balles, hein, comme on dit, hein, mais c'est une réflexion qu'on est susceptible d'avoir. Bien sûr, c'est fort possible et je pense qu'en effet... Parce qu'on a le sentiment qu'il vous rassure. Oui, bien sûr. Et l'ego, il rassure. L'ego, d'abord, il se construit comme ça, il arrive comme ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment un médiateur et un protecteur au départ de tout. Sauf qu'à un moment donné, il peut tomber dans des pièges et prendre des colorations différentes parce que, voilà, il y a ces conditionnements qui sont là fortement. Il y a ces peurs qui sont là avec, il y a tout cet attachement qui peut être là, tous ces désirs qui peuvent être là, et qui font qu'à un moment, ben voilà, ouais, ça peut prendre différentes colorations. Et oui, j'ai bien conscience que Georges est là et apaise beaucoup de choses en moi. S'il n'est pas là, il vous manque? Alors, c'est très rigolo ce que vous dites, parce qu'il y a des fois où... quand j'ai commencé à le mettre en scène, il était tout le temps avec moi et voilà, c'était important. Et quand j'ai fini cette expérience de réa à Paris, quand je suis revenue, il y a plein de fois où je l'ai oublié dans mes spectacles, voilà. Et c'était juste aussi. Voilà. Enfin, vous avez remarqué son absence quand même. Ouais, quand même. Aujourd'hui, on va dire que oui, bien sûr, il a sa place, je lui laisse sa place. C'est important de lui laisser sa place. Parce que quand je lui laissais pas sa place, je peux vous dire que j'avais beaucoup de douleur.
aussi. Et je pense que c'était lui quand même qui me parlait des fois. Et par moments, il est là, mais en fait, je ne le vois pas, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec cette petite mascotte là de l'éléphant que vous appelez Georges, qui est donc votre ego, si Georges, on ne l'avait pas vu à l'écran là, et que vous parliez de votre ego de cette manière, de la manière dont vous le faites, ça pourrait paraître complètement abstrait. Le fait de l'avoir identifié avec un visuel, une mascotte, c'est complètement différent. Oui, c'est sûr. Non, vraiment. Oui. C'est parce que souvent les gens parlent d'ego. Alors oui, bon, on entend tout et un peu n'importe quoi hein, sur l'ego. Et ça reste une notion très très abstraite. Oui. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est quelque chose que voilà, c'est un ressenti, c'est une émotion, c'est un mélange de plein de choses. Or là, on le voit. Et quand vous lui dites, Georges, arrête, vous parlez évidemment à cette mascotte, mais on comprend que vous dites à votre ego que maintenant, il faut stopper dans cette situation précisément. Et ça semble beaucoup plus simple à appréhender et à faire comprendre. Oui, et je pense que pour moi, en tout cas, j'aime à dire souvent, allez-y, osez le faire aussi. Osez lui donner une forme. Parce que c'est en donnant une forme que vous allez vraiment, pour le coup, le faire vivre. Et c'est en fait le faire vivre et le reconnaître qui est la première phase de transformation. Pour moi, c'est... Et ça, je l'ai vraiment compris en sophro. On parle de prise de conscience. On parle d'état de conscience, hein, en sophro beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est le départ de tout. C'est le départ de toute transformation, en fait. Et après, qui amène à la mise en mots. Ce qui est fou, c'est que ce qui semble être parfois un peu léger, un peu trivial, enfin un peu gentillet, a une résonance importante. C'est ça qui est incroyable. Alors, la question qu'on se pose aussi quand on vous écoute, c'est que vous êtes quelqu'un multipotentiel, oui, multicarte. Oui. Et comment est-ce que vous vous définissez alors? Qui êtes-vous en fait? Vous êtes une artiste, vous êtes une sophro, vous êtes une coach, vous êtes une thérapeute, vous êtes... Qui êtes-vous? J'aime pas me définir par rapport à ce que je fais. Et pourtant, il faut un titre. Oui, je suis d'accord. Moi, j'aime dire que je suis une femme de tête et de cœur. Déjà, voilà, j'aime dire ça. Parce que je pense que c'est vrai qu'il y a les deux. Je suis quelqu'un qui suis projectionniste à fond. C'est-à-dire que, en fait, j'aime créer un projet du début jusqu'à la fin, le mener, avoir une équipe autour, m'entourer d'une équipe et de pouvoir, voilà, que ce soit en adéquation quand même beaucoup avec mes valeurs. Donc il y a toujours l'humain qui est au cœur de ça, hein, de tout ce que je défends. Et voilà, donc ça va de différents projets. En effet, j'ai été une thérapeute et je le suis toujours un peu parce que j'aime encore être sur le terrain pendant 10 ans. J'ai été une formatrice, alors j'ai transmis et j'aime transmettre parce que c'est quelque chose qui m'aligne énormément et au-delà qui m'aligne, qui m'énergise énormément. En fait, quand je transmets, je sens que du coup, tout ce que j'ai pu comprendre à l'intérieur de moi, voilà, le fait que ce soit divulgué au monde, ça me donne encore plus d'expansion. Donc ça c'est juste dans ce que je peux être aujourd'hui. Quand je suis en conférence, c'est pareil, je transmets en fait, ou je suis en One Woman Show. Donc ouais, c'est un peu un mélange de tout ça et en même temps, j'ai envie de dire, je suis complètement autodidacte dans tout, quoi. Vous vous êtes construite seule. Ouais. En tout cas, effectivement, en France, on a cette spécificité de mettre des étiquettes et qu'on a toujours cette fameuse question qui revient régulièrement, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc on a envie de mettre quelque chose sur une carte de visite. Voilà. Donc qu'est-ce que vous mettez? Quelle est la première réponse que vous donnez quand on vous demande ce que vous faites? Et une fois que vous avez donné la réponse, c'est « Ah bon, ça veut dire quoi ?» Alors, d'ailleurs, j'ai énormément de mal avec ça. Mes équipes me charrient souvent avec ça. J'ai du mal à dire que je suis directrice d'une école de sophro. J'aime mieux dire que je suis fondatrice parce que je l'ai créée moi-même. Ouais. Il n'y a pas longtemps en plus.
Si, ça fait 10 ans, 2010. Oui, mais 2014, pardon. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. En 2014, je crée cette école parce que... Sophrocap. Ouais, Sophrocap, parce qu'il y a il y a une envie. Il y a une demande aussi. Des clients que j'ai, je pense que je suis quelqu'un, en toute humilité, d'inspirant, je pense, pour les gens qui viennent me rencontrer. Et donc, ils me disaient, mais il n'y a pas d'école de formation à Clermont, on aimerait bien faire une école de sophro. Donc, je les envoyais à Lyon, Paris. Et je crois beaucoup aux rencontres sur son chemin de vie. J'ai fait des rencontres qui ont changé ma vie, clairement. Et j'en fais une magnifique en 2013 d'une femme qui avait une école de sophro et de PNL sur Chambéry et qui me pousse à ouvrir mon école. Et voilà, c'est ce que je fais en 2014. Alors, comme pour tout, moi, quand je fais les choses, j'ai l'idée. Quand l'idée arrive et qu'elle arrive par ce vrai pouvoir de l'intuition, en général, en un mois, le concept est posé, il est trouvé, il est écrit et derrière, je passe à l'action. Quand vous parliez des conférences d'un côté et du One Woman de l'autre, c'est la même chose? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, selon là où je suis sur scène, voilà, et la scène peut prendre plusieurs colorations aussi, c'est-à-dire que vraiment, soit c'est un one-woman show, soit c'est une conférence gesticulée. Voilà, ça dépend en fait du public, ça dépend aussi de mon énergie, ça dépend de plein de choses, quoi. Alors on va revenir sur cette notion de l'amour parce que c'est le titre, on a parlé de l'ego et de l'amour. Cette notion de l'amour, vous parlez des 3 niveaux de l'amour. Quels sont-ils? Dans mon expérience de développement spirituel, j'ai aussi fait une magnifique rencontre d'une femme qui, on va dire, amène les choses autour du mouvement dansé, autour du tantra, autour du yoga, autour de plein de choses. À force de travailler avec elle, j'ai fait des liens en fait, et j'ai compris qu'à un moment, elle nous a amené beaucoup, et je l'amène aussi du coup dans l'école de sophro, à comprendre et à sentir et à vibrer autour de 3 grands Ti. Ces grands Ti, c'est les nœuds énergétiques qu'on a. Et le premier grand Ti qu'elle nous a fait vraiment danser, c'est ce grand Ti Brahma. Le grand Ti Brahma, c'est vraiment le nœud énergétique qui est autour du chakra racine sacré, qui prend naissance ici, dans le bas-ventre, et qui est le départ en fait des pulsions de vie, des pulsions de mort. D'ailleurs, il y a la peur de la mort ancestrale qui est vraiment à l'intérieur de ce nœud énergétique. Et quand elle nous a fait danser ça, elle nous l'a fait danser avec cette forme très sensuelle, pour aller sentir comment bouger le bassin, comment ça se passait, etc. Et j'ai vraiment fait le lien avec un niveau d'amour pour moi qui est l'amour éros, en fait. L'amour éros, on est vraiment sur un amour où voilà, c'est l'attirance physique du départ, c'est vraiment cette animalité dans laquelle on est tous. Et je me suis longtemps interrogée parce qu'en sophro, j'ai souvent eu, moi, des gens qui venaient me voir parce qu'il y avait une problématique autour de la sexualité. Il y a beaucoup qui viennent voir des sophrologues par rapport à ça. Voilà, pour essayer d'être plus à l'aise et de se libérer par rapport à ça. Et je me suis souvent interrogée sur le fait d'avoir cette recherche sans arrêt de performance autour de ça. Et où là, pour moi, alors là, l'ego est en plein dedans. Il est bien entouré là-dedans. Et où vraiment, ouais, il y a à tout prix cette recherche d'être performant, de pouvoir avoir un orgasme, etc. etc. Donc c'est aussi bien homme que femme? Oui, bien sûr. Okay. Je suis convaincue que c'est les deux, ça marche pareil. Et en expérimentant, et je le redis par le mouvement dansé, alors moi je crois beaucoup au mouvement. En sophro d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements, mais
je crois à la réelle transformation par le mouvement. Et j'ai vraiment senti petit à petit qu'on pouvait complètement redonner place à cette vraie sensualité, à ce vrai amour éros, à partir du moment où on laissait venir l'innocence. Parce que voilà, dans notre société aujourd'hui, c'est très tabou en fait. Et on ne laisse pas vivre cette partie-là de notre corps. Et donc l'amour ne peut pas arriver. C'est très compliqué en fait. Et donc voilà, donc pour moi, c'est le premier niveau d'amour, c'est celui-là, quoi. L'amour éros. L'amour éros. Niveau 1. Niveau 1, en laissant aller vraiment l'innocence. Donc voilà, c'est tout le travail. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il est là en moi, mais il continue à transmuter. Enfin, c'est sans fin, parce que je pense que tout autant que d'autres personnes, on a à y travailler sans arrêt, parce qu'on est vite rattrapé par le matériel de toute façon. Niveau 2 Niveau 2 le niveau 2, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle en lien avec le Granti Vishnu. Granti Vishnu, c'est vraiment au niveau du chakra cœur et du chakra plexus, enfin, beaucoup au niveau du cœur. Et c'est vraiment le Granti Vishnu, cette notion de la peur de la solitude. C'est cette notion de tout ce qui est autour de l'attachement. Pour moi, c'est en lien avec le deuxième niveau d'amour, qui est le niveau d'amour filia. Cet amour de la bienveillance, cet amour de donner-recevoir, cet amour de vraiment voilà, donner à l'autre. Et où là, il peut y avoir beaucoup d'exclusivité et de dépendance affective. Bon, je pense qu'on passe tous par là. Moi, je ne connais personne. À des degrés différents. Voilà. Je ne connais personne qui ne passe pas par là. Donc là aussi, il y a de l'ego, parce que c'est toutes ces conditions. Il y a des conditions, encore une fois, à l'amour, qui sont là et qui font que, du coup, des fois, ça peut être piégeant et pas complètement authentique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait l'expérience par rapport à ça de la gratitude, de laisser venir cette gratitude en faisant vraiment du travail d'ouverture du cœur, et physiquement, du coup, dans le mouvement, toujours pareil, dans le mouvement dansé, et d'aller jusqu'à cette gratitude qui vient sans qu'on la force. Pour moi, on ne la force pas, la gratitude. J'entends souvent des choses par rapport à ça. Pour moi, la gratitude, elle arrive quand elle arrive, mais il n'y a rien à forcer. Ouais, on dit, souvent on entend dire « je suis dans la gratitude ». Oui, voilà, je suis dans la gratitude. En fait, c'est en effet, c'est pas je cherche ou je veux la gratitude. Oui, c'est ça. C'est ça. Et cette gratitude, elle permet à un moment donné à ce que l'attachement il soit moins fort quand même. À ce que toutes ces notions d'attachement qui peuvent être du coup un peu néfastes à un moment donné ou toxiques soient moins là. Et voilà, j'aime aller, moi en tout cas, beaucoup sur ce mouvement-là. Et ça a vraiment du sens. Niveau 3 Niveau 3, c'est Granti Rudra. Alors Granti Rudra est au niveau du troisième œil et du chakra aussi couronne, qui est vraiment Granti Rudra, tout ce lien évidemment au grand tout, en même temps beaucoup de clairvoyance et de clarification, et il est en lien avec pour moi l'amour agapé, cet amour inconditionnel. Je pense que j'arrive à toucher du doigt quand j'ai été notamment infirmière en réa et que je fais ces accompagnements à la mort, et où voilà, c'est l'amour divin, c'est le lien avec le tout, et où j'ai retrouvé beaucoup de sensations corporelles que j'avais pu avoir et qui sont revenues quand j'avais vraiment vécu cet état de mort imminent. Et pour moi, voilà, c'est l'amour vraiment subtil et où tout est amour en fait, où tout est amour. Vous comprenez que ça puisse être des notions extrêmement abstraites pour des gens qui écoutent, et même parfois moi, il y a des choses, j'essaie de suivre dans ce que vous dites, et je peux comprendre effectivement les 3 niveaux, mais ce sont parfois des choses qui sont difficilement, j'allais dire exploitables, peut-être pas, mais à mettre en œuvre, à ressentir, à être ces 3 niveaux. C'est compliqué parfois. Oui, bien sûr. Ça peut être compliqué. Alors, moi, j'ai l'habitude d'amener les gens à
éviter de rentrer non plus trop dans l'explication, mais d'expérimenter. D'expérimenter. Et quand je Mais fais... je pense qu'il faut le vivre. Il faut le vivre, évidemment. C'est une évidence. Évidemment. Et la première chose que je fais vivre quand les gens rentrent à l'école de sophro ou que j'accompagne des fois un groupe dans le désert marocain, parce que j'aime beaucoup aussi faire ça de plus en plus, parce que je pense que je retrouve Agapé très fortement. Quand je suis à faire expérimenter le premier jeu que je propose, c'est que 2 personnes qui se mettent en face à face et soit en silence, l'une face à l'autre, soit dans leur respiration, parce que c'est vraiment capital, hein, d'être vraiment voilà, se laisser respirer. C'est des gens du groupe qui ne se connaissent pas nécessairement? Non, pas du tout. Elles se sont Hommes-femmes jamais vues. ou Oui. 2 hommes ou 2 femmes? Peu importe. Ok. Et il n'y a pas du coup de présentation de qu'est-ce que tu fais ou qui oui. tu es. Yeah. Allez, on fait un tour de table. Alors, Voilà. Michel. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas ça qu'on fait. Non. Et dans l'idée, c'est de se regarder dans les yeux et de laisser faire ce qui se passe. Et c'est assez surprenant d'observer qu'en fait... il se passe des choses. Bien sûr, et que les gens, en fait, ils y vont. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement pollué par tout ce matériel, toute cette hyperconnexion tout le temps, voilà, qu'en fait, on n'a plus l'habitude de revenir à des niveaux de relation comme ça. Sauf que la relation, elle peut vraiment s'enclencher comme ça. Et elle peut se vivre comme ça. Et je pars tout le temps de là, de ce qui s'est ressenti à ce moment-là. Et souvent, c'est quand même des émotions très fortes qui arrivent. Bien sûr, alors l'ego est toujours là, hein, souvent, hein, en train de dire pourquoi elle me sourit comme ça ou pourquoi il me regarde comme ça. Et si ça se trouve, dans ses yeux, il y a telle et telle chose. Ouais, moi je suis sûre qu'il a souffert de ça. Bon voilà, l'ego ne peut pas s'empêcher. Parce que l'ego déteste le changement. L'ego ne veut surtout pas qu'à un moment donné, voilà, toute cette autre partie prenne trop de place. Et lui, il aime encore exister. Et j'ai souvent l'habitude de dire que c'est pour ça que pour moi, c'est le même sujet, l'ego et l'amour. C'est que nous aimons quelqu'un parce qu'à un moment donné, on sent qu'on va pouvoir le rendre supérieur. Et c'est tout le jeu de l'ego. Et parce qu'en fait, on sent ça, à un moment donné, du coup... l'ego, il est super content, voilà, il est là, il est heureux. Hein. Ouah, qu'il est heureux, l'ego, de sentir que voilà, c'est un peu plus supérieur, donc ça le valorise énormément. Et derrière, en plus, du coup, on est hyper prêt à valoriser l'ego de l'autre aussi. Et donc, c'est un jeu infernal, en fait, sans arrêt. Moi, je l'ai expérimenté je ne sais combien de fois. Par exemple? Alors, je l'ai expérimenté... dans plein d'histoires amoureuses que j'ai pu avoir, où à un moment, je dis souvent, je disais, je pense plus, ah non mais moi c'est hyper important, j'ai énormément besoin d'être admirée, puis moi j'ai besoin d'admirer l'autre. Et c'est qui parlait là? Qui parlait? Je pense qu'il y avait beaucoup Georges qui parlait. Beaucoup Georges qui, du coup, avait besoin d'être admiré par rapport à ce que je représentais, et admirer l'autre par rapport à ce qu'il représente. Et donc déjà, à partir de là, c'est des pièges terribles, en fait. Mais ça peut ne pas être mal? Oui, bien sûr que ça peut. Mais ça... Parce que vous parlez de pièges, bien donc sûr. Il y a une connotation négative. Oui, parce que en fait, dans tout ça, après, le problème, c'est que comment pouvoir aller dans une relation où on peut laisser vivre aussi Agapé? Parce que c'est compliqué quand l'amour rentre en scène et que il est... dépendant sans arrêt de ce que va faire l'autre, de ce que représente l'autre, ou de ce que je représente moi. Et c'est là où il y a des pièges, parce que est-ce qu'on est complètement authentique là-dedans? Est-ce qu'on est qui on est vraiment complètement au fond de soi? C'est une vraie question, hein, c'est un vrai sujet, et je pense que de toute façon, c'est difficile de se défaire de tout ça. C'est hyper difficile. Mais quand on se pose cette question, on peut répondre oui et non. Oui, bien sûr. On peut parfois l'être, et parfois, on ne l'est pas. Oui. Ça varie en fonction des situations et en fonction de la manière dont on gère cet ego. Oui, bien sûr. Et c'est pas un problème. Non, mais la chose, c'est que des fois, du coup, dans cette construction-là qu'il peut y avoir dans une relation, ce qui peut être observé assez souvent, c'est qu'à un moment,
nous aimons autant que nous allons détester derrière. Et c'est là où, du coup, ça peut être polluant. Et que ne pas vouloir changer l'autre, accepter d'être comme on est, c'est un vrai chemin quand même. C'est un vrai chemin. J'étais en train de réfléchir quand on parlait d'amour. Je ne sais plus la phrase qui disait l'amour ne dure que. Alors, je sais pas, il y a des gens qui disent 3 ans, 3 je ans. crois, je crois que c'est ça. Mm. Est-ce que c'est vrai ça ou pas pour vous? À partir du moment où c'est construit autour de l'ego, c'est possible. Parce que c'est pareil, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je pense que c'est lié vraiment à pas ce qu'est l'autre dans sa profondeur, mais voilà, toujours pareil, ce qui représente à l'extérieur, pas à l'intérieur, à l'extérieur. Et ça, en effet, bah, ça peut être C'est vrai petit qu'après à 3 ans, petit. ça passe. Et oui, on voit plus ça. C'est vrai. Alors 3 ans, c'est une période symbolique, Mm, mais ça peut venir avant ou c'est ça peut ça, venir après. c'est ça. Mais c'est vrai. Mm. C'est vrai que, et parfois, on entend souvent des gens dire, passer une certaine date, une certaine période, dire ça n'est pas le même amour. Tout à fait. Alors ça peut en effet se transformer. Peut-être plus là en un amour filia, parce que l'amour filia est vraiment là dans une relation qui devient de plus en plus complice, où il y a de plus en plus d'échanges, de partage. Voilà, mais ce que je disais tout à l'heure, dans le même principe, attention à ce qu'à un moment donné, ça soit pas trop exclusif ou dépendant. Et on peut se poser la question de tu me manques. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu me manques. Je ne peux pas vivre sans toi. Et que peut-être que c'est important petit à petit de pouvoir vivre un amour où voilà, il y a de la liberté, il y a de la place, il y a des espaces libres. Ouais, Attention. ouais. Et moi, je suis convaincue que ça s'apprend déjà à l'intérieur de soi. C'est-à-dire quand on parle d'amour aussi, on parle d'amour avec l'autre, mais c'est d'abord avant tout l'amour avec soi. Bien sûr. Et Ça, c'est le grand classique qui consiste à dire on est d'accord. avant d'aimer les autres, Mm. commence par t'aimer toi. Mais au-delà de ça, c'est comment à un moment donné je viens me rencontrer dans mes espaces libres à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que ça provoque? Parce que quand je crée des espaces libres à l'intérieur de moi, je viens en rencontre avec le vide, obligatoirement, à un moment. Et donc, qu'est-ce que ce vide, il me dit de moi? Et comment, petit à petit, je l'appréhende? Et moi, je connais bien ça parce que, pour le coup, la peur de la solitude et de l'abandon, c'est une vraie peur chez moi. Parce que moi, j'ai été construite dans le ventre de la maman, on était deux. Hein. Ça change tout déjà. Donc, il y a l'idée de cette séparation qui a été très douloureuse et où, du coup, qui m'a suivie tout au long de ma vie et où j'ai eu besoin d'aller vraiment travailler dessus. Parce que à chaque fois, voilà, ça venait vraiment, ça me ramenait à des choses compliquées. Pourtant, de tempérament très autonome et indépendante que je suis, il y a eu cette peur de la solitude très forte. Vous êtes en couple? Non. C'est volontaire? C'est pas volontaire. Je pense que c'est une quête chez moi et à la fois ayant expérimenté ces 3 niveaux d'amour, voilà, ça peut quand même être difficile à un moment de pouvoir avoir en face un peu la même chose, oui, voilà, qui soit là. Oui, mais c'est là où je vous pose cette question parce que j'allais évidemment, si vous m'aviez dit oui, j'allais vous dire waouh, comment la personne qui est en face de vous vit ce que vous expérimentez, en tout cas ce que vous ressentez entre l'ego, l'amour, l'ego, etc. Et puis avec ces phases de vide dont vous parlez, ce besoin de se retrouver un peu à l'écart de tout et puis être face. Quand on est en couple, concrètement, ces espaces de vide, comment est-ce qu'on les fait? Comment est-ce qu'on les vit? Moi, je pense Où va-t-on les chercher? Ouais, où va-t-on les chercher? Moi, je pense qu'on peut se les créer vraiment, même quand on a l'habitude sur 5 minutes. Je suis persuadée de ça parce que c'est juste une question d'expérience et de répétition. Pour moi,
tout le travail d'intériorité, de développement petit à petit, d'aller un peu plus vers qui on est vraiment, ça ne peut pas se faire juste en passant par le mental. C'est juste pas possible. Ça ne marche pas. Je ne crois pas que ça puisse se faire qu'en lisant des livres. Voilà, j'ai connu plusieurs personnes qui sont beaucoup là-dedans et qui intellectualisent beaucoup. Et je pense que ça passe vraiment par oser se rencontrer, d'aller fermer les yeux, mais ne serait-ce que 5 minutes. Et de faire cette expérience à un moment, rien que par rapport à l'inspire et l'expire, rien que par rapport, tiens, j'inspire et je crée une rétention de ma respiration poumon plein. Donc là, je suis dans le plein à l'intérieur de moi. Puis j'expire, je fais cette expérience du vide et je fais, tiens, une rétention de la respiration poumon vide. Qu'est-ce que ça crée chez moi? Rien que ça, petit à petit. Et sentir... Donc c'est faisable. Largement faisable. C'est faisable, bien évidemment. sûr, bien sûr. Vous avez parlé des 3 niveaux de Oui. l'amour. Est-ce qu'une personne accomplie a ces 3 niveaux, a expérimenté ces 3 niveaux, maîtrise, enfin, voilà, ouais, je dis avec mes mots, sans doute maladroitement, mais maîtrise ces 3 niveaux ou pas du tout? Je ne sais pas si on peut parler d'accomplissement, moi. Moi, je pense qu'on... Est-ce qu'une personne qui vit pleinement l'amour est une personne qui... Ok. Ouais, en tout cas, je pense qu'une personne qui vit pleinement l'amour est passée par les 3 niveaux. Après, est-ce que c'est vraiment conscient? Est-ce qu'elle sait vraiment là où ça vibre vraiment? Comment le stimuler aussi? Ça, c'est encore autre chose, quoi. Mais oui, je pense que vraiment, on vit. En tout cas, votre accompagnement permet ça. Mon accompagnement, en tout cas, la manière dont j'amène les choses, que ce soit les gens qui viennent à l'école de Sophro, dans leur posture de thérapeute. Parce qu'en fait, ça, je parle énormément de ça. Quand les gens viennent se former à l'école Sophrocap, on va dire que c'est un concept, en tout cas de ce qu'on me rapporte, et je pense que j'en ai de plus en plus conscience, assez unique et novateur. Parce que l'idée n'est absolument pas de former un outil. D'abord, d'une, je ne crois pas à l'outil unique, j'ai jamais cru. J'ai été sophrologue au départ, j'avais que ça, et j'étais hyper limitée par rapport à plein de choses, notamment des patients angoissés, incapables de fermer les yeux, voilà. Donc je ne crois pas du tout à ça. Je crois par contre en une posture de cœur à cœur. J'ai aimé, et je suis capable de le dire, j'ai aimé tous les patients, tous les clients qui sont venus me voir en sophro. Alors à différents niveaux pour le coup. Mais ah oui. Ouais, je les ai vraiment... Jusqu'à avoir des sentiments amoureux? Alors, pas sentiments amoureux, parce que pour moi, en fait, à chaque fois, on mélange le sentiment amoureux avec ce qui peut se passer, même dans Eros. Bien sûr qu'on peut avoir une attraction physique pour n'importe qui qu'on rencontre là, demain, voilà. Bien sûr qu'à un moment donné, il peut y avoir un vrai amour filia et fraternel avec des clients qu'on a, et moi, des fois, c'est devenu des amis. Il y en a plein. Bien sûr. Et bien sûr qu'on peut aller au-delà de ça, dans cet amour inconditionnel, et d'accepter l'autre tel qu'il est. Oh, je sais la question que je vais vous poser. Ok. C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Oui, bien sûr. Eh bien, moi non. Ouais. Eh bien oui, parce que peut-être que du coup, c'est par rapport à Eros, qui du coup peut se mélanger avec filial. Et vous savez pourquoi? Je pense que ça va susciter des réactions, c'est sûr. Je ne crois pas en l'amitié homme-femme parce que je pense que même si en façade, on dit c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, il y en a toujours, à mon avis, un des deux qui souffre et qui s'est dit, quitte à ne pas être l'homme ou la femme de sa vie, j'accepte d'être son ami. Donc il y a une sorte, pour moi, une sorte de soumission qui fait que je ne veux pas te perdre, donc allez, je tolère et j'accepte de n'être que ton ami. Mais c'est une souffrance. Ah ben, clairement, mais là on est complètement dans des réactions égotiques. Vous voyez, ça c'est une réaction égotique. D'accord. Vraiment. Pour moi, à chaque niveau de l'amour, il n'y a pas une seule coloration. Hein. Ça peut être très juste, comme l'ego peut venir se mêler là-dedans, et du coup, en effet, ça peut être difficile pour l'un ou pour l'autre, quoi. Bien sûr. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis hommes, énormément. Et où je ne crois pas qu'en face, en tout cas, ça n'a jamais été manifesté et dit que
c'était difficile pour eux. Hein. Ouais. Oui, non, mais après, puis vous savez, il y a aussi, voilà, il y a aussi le côté mec hein, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, qui ne veut pas montrer Bien sûr, sa vulnérabilité. sa vulnérabilité. Voilà, merci, je cherchais le mot. Et là, on est en plein dans Philia, Bien en sûr. plein dedans. Bien sûr. Donc du coup, effectivement, ça ne se dit pas. Mais j'ai beaucoup de mal à croire à ça. Enfin, ça, c'est mon opinion. Mais et alors, c'est intéressant parce que vous dites que au travers de ce que je vous dis, c'est mon ego qui parle. Oui. Oui, parce que vous exprimez le fait qu'à un moment donné, voilà, ça soit compliqué pour vous. Il y a enfin, on va dire, oui, une interprétation, un jugement autour de ça, de dire, voilà, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui est plus fort et peut-être de l'ordre du désir physique qui apparaît à un moment donné. Ce sujet de l'amour et de l'ego, je ne pensais pas que on pouvait en faire une émission sur cette thématique-là, qui n'en est qu'une en fait. Hein. Ah oui. L'amour, c'est l'ego c'est de l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Et vraiment, je redis, petit à petit, pour moi, faire fondre l'ego, c'est laisser apparaître l'amour. Dans ce qu'il a de plus noble autour de ces trois niveaux. Quoi. Oui, mais il y a quand même de l'amour quand on a de l'ego. Bien sûr. Donc on n'est pas obligé de le laisser fondre. Oui, on va dire que quand cet ego, on va dire, prend plus de place dans ces différents niveaux de l'amour, c'est là où, du coup, il peut y avoir des déséquilibres. Les déséquilibres, ils amènent toujours à la souffrance. Il y a une autre affirmation aussi qui est dite quand on parle d'amour, et il y a des tas de gens qui l'expérimentent d'ailleurs, qui disent la solution miracle du vrai amour quand on est en couple, c'est le fameux chacun chez soi. Être en couple, chacun chez soi. Et beaucoup disent que c'est la solution idéale et que c'est l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est encore dans des choses qui sont fixées. Et que les choses qui sont fixées, de toute façon, à partir de là, elles ne sont pas forcément valables voilà, de ce que j'en pense. Je pense que ce n'est pas là où il faut se poser les questions. Là, on est sur des questions, encore une fois, du mental. Et pour le coup, l'ego essaye de reprendre bien le pouvoir. Voilà. Tu es dans l'ego, jeune Skywalker. Il peut y avoir des couples qui réussissent très bien et qui vont aller jusqu'à traverser vraiment l'amour agapé en vivant ensemble. Et voilà. Et il y a des couples, ça sera plus difficile. Et pour le coup, je ne crois vraiment pas que ce soit des choses qui soient des vérités absolues. Et donc les gens qui vous consultent, les gens qui viennent qui demandent vos services, sont des gens, des couples? Non, alors en fait, je n'ai plus du tout de cabinet avec des particuliers. Aujourd'hui, mes interventions sont vraiment à l'école de Sophro, où je fais tout pour apprendre cette posture de praticien de cœur à cœur et de justesse, et pas tomber dans le sauveur à tout prix ou dans le conseiller, ou dans je sais pas quoi, ou être complètement effacé, parce qu'on peut voir aussi des égos en sous-puissance, hein, et où c'est pas forcément juste non plus. Donc j'amène ça là-dedans, j'amène aussi ça, on va dire, dans des expériences que je fais faire en nature, parce que je me suis rendu compte à quel point aussi c'était intéressant de laisser émerger ce véritable amour beaucoup plus en nature, parce que on est beaucoup plus dans des environnements propices à moins de matériel, donc à moins d'ego. Et du coup, souvent, voilà, il y a des belles choses qui se passent. Et c'est vrai que voilà, j'ai l'habitude d'emmener les gens dans le désert marocain. Beaucoup vont dans le désert. Oui, énormément. Il se passe un truc particulier hein, quand on est au milieu de cette immensité. Pour moi, alors je l'ai vécu, ça fait 10 fois que je pars dans le désert marocain. Chaque expérience est différente et en même temps,
je sens bien ce qui émerge quand même assez souvent maintenant, en emmenant les groupes. Dans le sable, déjà, il y a la terre de silice. Il y a le minéral, c'est la silice. La silice, c'est vraiment quand même un minéral qui permet de monter très très vite le niveau vibratoire quand même. Donc moi, la première fois où j'ai posé les pieds dans le désert marocain, j'étais avec Arnaud Rioux, voilà, il y a déjà longtemps. Hein, qu'on connaît bien. Plus de 10 ans, ouais, qui est intervenu aussi pas mal de fois sur l'école à Clermont. Arnaud. Et quand je suis arrivée, je n'ai pas compris ce qui se passait. D'un seul coup, une colère, mais c'est même pas une colère, hein, c'était une rage qui est montée. Qui vous envahit. Complètement. Et on est en train de faire un tour de parole. Et j'arrivais plus à entendre. Tout le monde disait c'est génial ici, il y a de la bienveillance. Moi qui adore les gens, hein, j'aime l'être humain profondément. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Waouh. Et comment vous l'avez analysé ça? Ah bah, je pense que vraiment, j'avais. C'était libératoire? Oui, bien sûr. J'avais une colère énorme, alors, qui même, je pense, ne m'appartenait pas. Et que je pense que c'est pour ça que des fois, du coup, Georges aussi s'exprimait comme il s'exprimait. Et j'ai lâché quelque chose d'incroyable. Et en fait, la seule chose qui m'a aidée quand même à pouvoir le faire, hein, c'est que j'ai senti qu'il fallait que je cours. Donc je me suis retournée vers Arnaud et j'ai dit à Arnaud, écoute, il faut que je parte courir. Je peux plus là, je peux plus, il faut que j'aille. Donc il faisait quand même très chaud, c'était en plein après-midi. Et il m'a juste dit, il m'a simplement dit, parce qu'on n'était pas très loin quand même des habitations, donc on voyait encore des fils électriques, il m'a dit, ne perds pas de vue, parce que sinon tu vas te perdre. J'ai couru pendant 3 heures non-stop. 3 heures non-stop, pieds nus dans le sable, j'étais inarrêtable. Mais non. En plus, c'est épuisant de courir dans le sable. Épuisant. Et voilà, et ça a été ce mouvement libératoire incroyable. Waouh. Et je pense que je ne suis plus jamais. Je suis revenue du désert marocain, je n'étais plus la même. Je vais aller dans le désert marocain. Non, je pense que cette. Il y a vraiment des choses qui sont. Si ça peut canaliser la colère, je pense que c'est bien. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes à vivre là-bas. Et c'est vrai que moi, de chaque personne que j'emmène là-bas, clairement, ils disent tous, on ne revient pas pareil. Et je me sers beaucoup de la marche, parce que c'est la marche pour moi, et donc le mouvement, qui amène à ce que, du coup, c'est pas la même chose qui se passe en statique, de face à face. Et moi, je le vois bien, hein, au fur et à mesure des expériences. Donc, c'est vrai que toutes les expériences que je fais vivre maintenant, il y a toujours du mouvement. Parce que je fais ça dans le parc des volcans d'Auvergne, je fais ça un peu partout, avec ZenCap, Sofrocap, c'est à Clermont? Sofrocap, aujourd'hui, c'est à Clermont. Demain, l'idée, c'est que ça soit ailleurs que Clermont. Parce que c'était important pour moi de vraiment structurer Sofrocap. Et je l'ai vraiment structuré pendant 10 ans. J'ai une équipe maintenant de formatrices qui est avec moi, qui s'est formée à Sofrocap, qui sont tous passés à la fois par l'école et par le rôle de personnes ressources, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là pour accueillir les libérations émotionnelles qu'il peut y avoir, des élèves qui sont là parce qu'ils expérimentent tous et ils font tous que de la pratique. Et voilà, et ces différentes formatrices qui sont là avec moi depuis 10 ans, aujourd'hui, j'ai une grande confiance. Et l'idée, c'est de vraiment monter cette communauté Sofrocap. Voilà, d'emmener tous ceux qui veulent dans cette vague de l'amour. C'est ça qu'on dit? Waouh. C'est pas du programme, ça. À l'heure du jugement dernier, qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain? J'ai emmené tout le monde dans des vagues de l'amour. C'est ça. C'est magnifique. Magnifique. Hein? Bon. Virginie Vandermerch et Sofrocap, on va vous mettre autour de la vidéo l'ensemble des liens qui vous permettront évidemment de rentrer en contact avec ces équipes et avec Virginie. Quand est-ce que vous repartez dans le désert? Je repars dans le désert là maintenant en octobre, parce que là il va commencer vraiment à faire chaud et c'est moins agréable. Donc je repars maintenant en octobre, j'ai hâte d'y être. Et quand vous faites les sessions, c'est combien de temps? On part combien de temps? Donc on est vraiment 5 jours complètement immergés dans le désert marocain, voilà, et sinon c'est 7 jours le voyage. Bon, et c'est route un peu ou pas? C'est complètement route, hein. On joue les nomades. Donc on part avec une caravane, des berbères qui nous accompagnent, avec des cuisiniers qui font divinement bien la cuisine, des chameliers qui s'occupent des dromadaires.
Et on dort à la belle étoile. Il y a des bêtes? Il n'y a pas de bêtes. Bon, ça va alors. Non, moi qui craignais les bêtes beaucoup, et j'en ai jamais vu. Non, il n'y en a pas. Et c'est une vraie belle expérience, autant dans le yin que dans le yang. C'est ça que j'aime. Il y a énormément de douceur, de délicatesse là-bas. Et en même temps, il fait chaud. Voilà, ce feu est quand même souvent là. Donc le yang est là aussi. Hein. L'ego peut se manifester. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment à un moment donné il se manifeste chez les uns et chez les autres. Et en tout cas, pour moi, c'est une vraie expérience pour faire fondre l'ego. Hein. Ça remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Oui, clairement. Hein, ouais. Merci beaucoup, Virginie. Avec plaisir. Merci de nous avoir parlé d'amour, d'ego, on a bien compris le côté fondamental de l'humain que vous aimez par-dessus tout et le cheminement que vous avez eu depuis l'âge de 12 ans avec cet accident et ensuite les accompagnements successifs que vous avez pu faire et maintenant vos propres accompagnements au travers de SophroCap. SophroCap, c'est ça, SophroCap. Oui, et ZenCap. ZenCap qui est vraiment la partie plus, on va dire, événementielle, là où j'accompagne encore ce grand public. Et où chaque année aussi, avec ça, j'organise un congrès. C'est important aussi, je pense, de réunir des gens qui portent aussi les mêmes choses et cette ouverture. Parce que je pense que quand même, quelque part, quand je suis retournée quand même en réa, j'ai vu cet hôpital malade, très fortement malade. Ouais. Et c'était important pour moi d'organiser un congrès en santé intégrative. Donc il a lieu chaque année et je suis très contente de pouvoir, on va dire, créer un collectif aujourd'hui avec le CHU de Clermont-Ferrand et avec différentes cliniques. Et il y a vraiment des médecins qui sont là avec moi dans cette aventure et c'est chouette. Donc vraiment quelqu'un qui est tout le temps à mes côtés, un oncologue et qui fait avancer les choses. Et cette année, on sera sur un congrès sur l'oncologie intégrative parce que je pense que c'est quand même là où la médecine intégrative, pour le coup, le plus avancée dans ces disciplines-là. Et ça va être chouette, je pense que ça va être encore on mettra les des liens, bons moments de partage. Ouais. Les liens autour de la vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Bon retour à Clermont-Ferrand. Ouais, demain, du coup, je fais un colloque de santé intégrative sur Paris. Voilà. Merci, vous commentez, vous partagez et vous rentrez en contact avec Virginie et ses équipes. À très bientôt. Salut.